En 1973, euh, Clint Eastwood est vraiment devenu une superstar aux États-Unis grâce au succès du premier Inspecteur Harry. Et il va en faire un second qui s'appelle Magnum Force. Là, son adjoint, directement dans le film dès le départ, est un Afro-Américain qui s'appelle Early Smith. Harry s'entend plutôt bien avec lui. Early est un bon policier qui est, c'est quand même clairement Harry son supérieur quand ils sont en patrouille ensemble. Mais Early comprend très vite où Harry veut en venir dans certaines situations. Il prend son métier très au sérieux, il est très compétent. Harry s'entend bien avec lui, ils font un petit peu d'humour ensemble, etc. Et à un moment donné, puisque dans ce film, qui est quand même bon, qui est moyen, qui n'est pas le pire des Inspecteurs Harry, mais qui n'est pas le meilleur non plus, euh, finalement, le meilleur, c'est peut-être le premier. Hein. Euh, donc, Early Smith va, euh, va aider Harry à essayer de démanteler un réseau de policiers qui font encore plus de zèle que lui, puisqu'on sait déjà que Harry euh, trouve parfois la loi trop laxiste envers les criminels et pas assez protectrice envers les victimes, d'où ces accusations d'être réactionnaire. Mais il a en face, dans cet opus numéro 2 des Inspecteurs Harry, Harry a affaire à des policiers qui sont encore beaucoup plus radicaux que lui, parce que eux, carrément, tuent des chefs de mafia, etc., avant leur jugement. Et donc, bon, j'en vois déjà ou j'en entends déjà qui disent bon, ben, bien fait pour eux. Et c'est, bon, attention, hein, moi je parle de cinéma là. Euh, tout est politique, donc bon, des fois ça peut toujours un peu déborder, mais bon, restons quand même raisonnables. Et en plus, ces escadrons de la mort de la police que Harry veut essayer de démasquer, ils font quand même quelque chose qui est impardonnable. C'est que dans leurs opérations d'élimination de criminels, s'il y a un policier qui est dans le coin et qui gêne, ben, il le tue à lui aussi. Hein. Donc il tue un collègue. Et ça, évidemment, Harry et son collègue Early Smith ne peuvent absolument pas l'accepter. Donc, à un moment donné dans le film, hélas, euh, Harry, qui comprend que sa boîte aux lettres est piégée hein, dans sa cage d'immeuble, la cage d'escalier de son immeuble, il comprend que dans sa boîte aux lettres, il y a une bombe artisanale. Il sait très bien qui l'a mise. Hein, il sait très bien que ce sont ces policiers véreux et extrémistes. Et il comprend immédiatement que son adjoint Early va subir le même sort. Il se dépêche de téléphoner à Early pour lui dire surtout n'ouvre pas ta boîte aux lettres. Hélas, première chose que fait Early en rentrant chez lui avec son sac de course à la main, avant même de rentrer chez lui, il ouvre sa boîte aux lettres et la bombe lui explose à la figure. Bon, Harry perd un adjoint précieux. Dans la foulée, là aussi au niveau des accusations de racisme, bon, je suis cruel quand même, hein, les gens qui l'accusent de racisme, qui ont accusé Clint Eastwood de racisme toute sa carrière. Je pourrais peut-être quand même les laisser aller prendre l'air 5 minutes pour qu'ils reprennent des forces, mais bon. Fallait réfléchir avant. Hein. Bon, bref, Harry noue une histoire romantique. Voilà, il commence une relation avec une jeune voisine, jeune, oui, elle est plus jeune que lui, qui habite dans le même immeuble et qui est d'origine asiatique. Voilà, je dis ça comme ça. Hein, voilà, elle est d'origine asiatique et il se montre très délicat avec elle. Hein. Non, du coup, voilà, là, c'est aussi pour le sexisme. Allez, je dézingue deux adversaires d'un coup. Hein, donc, s'il était raciste, il éviterait peut-être
de nouer une romance avec une jeune asiatique, alors qu'il y a la femme d'un ex-collègue qui, elle, est blonde aux yeux bleus et qui arrête pas de le draguer, et il passe son temps à lui faire comprendre que c'est non et que ça sera toujours non. Donc, ouais, c'est quand même curieux pour quelqu'un de raciste, hein. Une blonde aux yeux bleus, il lui dit non, et elle est jolie, hein, la dame en question. Et à la place, il va essayer quelque chose avec une jeune asiatique, sachant donc que c'est un détail qui n'est pas anodin. Ils n'insistent pas trop dans les séries des inspecteurs Harry là-dessus, mais bon, on le sait dans le premier, hein, on nous le dit dans le premier. Euh, Harry a été marié et son épouse a été fauchée par un chauffard, hein, a été tuée par un chauffard. Elle était à pied, le chauffard était en voiture, il l'a renversée, il l'a tuée. Évidemment, ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans cette... Ça pourrait rester anecdotique, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Harry a perdu l'être qu'il aimait, a perdu la femme qu'il aimait, et que maintenant, dans sa quête contre le mal, il y a un côté sacrificiel, c'est-à-dire j'ai plus de femme, j'ai pas d'enfant, bon ben euh, si un jour ça tourne mal et que je me fais tuer, bon je suis quand même un policier drôlement balèze, donc celui qui va me tuer, je ne l'ai pas encore rencontré, mais ça peut m'arriver. Mais bon, euh, le jour où j'ai perdu ma femme, j'ai peut-être tout perdu. Donc maintenant, c'est une sorte de fuite en avant, de mission sacrificielle. J'ai plus que ça à faire finalement, débarrasser la ville de gens comme ce type qui a tué ma femme. Voilà. Alors que par exemple dans le premier Inspecteur Harry, quand Chico, son adjoint, a été vraiment génial et, euh, et lui a apporté secours au moment où l'ennemi Scorpio mettait Harry en mauvaise posture. Chico finit blessé et Harry dit à la femme de Chico qui est venue le rendre, rendre visite à l'hôpital, euh, franchement, vous êtes un couple, vous avez l'avenir devant vous. Euh, il faut pas, c'est pas que c'est un mauvais flic, Chico, mais vous avez encore le temps d'avoir une vie normale, vous, quoi. Voilà. Et on comprend à travers ça que ben, lui, il peut plus l'avoir cette vie normale parce que ben, il aimait une femme, elle est morte, et puis maintenant il en a plus rien à foutre, quoi. Advienne que pourra. Donc c'est une anecdote qui est intéressante, cette histoire de la mort de la femme de Harry dans le premier, hein, dans le film de 71. Et en 73, il y a quelque chose il y a une image qui est assez touchante, qui est mignonne, hein. C'est sobre, hein, mais c'est assez mignon. C'est que au moment où la jeune asiatique, c'est elle qui a fait des avances à Harry, hein, dans la cage d'escalier, elle lui dit bon, ouais, vous êtes le policier là qu'on voit jamais là, hein, vous n'êtes pas souvent chez vous, hein, vous avez des horaires de malade, hein, mais oui, oui, mais je sais que vous êtes policier. Euh, Qu'est-ce qu'elle doit faire une femme pour pouvoir passer un moment un peu romantique, un peu coquin avec vous? Elle doit s'y prendre comment, voilà. Ben oui, bon, c'est pas Jacques Villeray, hein, c'est Clint Eastwood, hein, donc bon, ben voilà. Moi, quand je vivais en immeuble et que j'avais pas de compagne, un jour j'ai eu une voisine qui était quand même pas mal, qui est venue me voir, hein, en me disant qu'elle avait un problème avec ses clés ou je sais pas quoi, et qui m'a demandé si je pouvais venir l'aider. Bon, ben une fois au moment où j'ai fini de venir l'aider avec ses clés, elle m'a dit merci, et ben bonne soirée. J'ai dit très bonne soirée à vous. Voilà, je suis reparti chez moi, donc. Euh, Moi, je suis peut-être pas Jacques Villeray, mais je suis pas Clint Eastwood non plus, hein. Mais voilà, Clint Eastwood, il rentre chez lui au bas de son immeuble. Il a directement une voisine qui lui dit, bon, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer un moment sympathique avec vous? Ben, lui, il lui dit, ben, vous pourriez déjà commencer par venir toquer à ma porte, et puis après, on verra comment ça se passe. C'est une scène très simple, mais elle est très mignonne dans le film, vraiment.
Et dans ce genre de film, on ne s'attend pas à ce qu'une relation romantique, enfin, une relation de séduction entre hommes et femmes soit faite avec autant de goût et de justesse. Voilà. Euh, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un film de ce genre. Mais c'est très très bien fait. Et encore mieux, ben, quand la jeune femme vient frapper à la porte et que Harry vient lui ouvrir dans son très modeste appartement, parce qu'encore une fois, il ne travaille pas pour l'argent et ça se voit. Il a un détail, c'est que il avait sur sa table de nuit la photo de lui avec sa femme avant qu'elle ne se fasse tuer par ce chauffard, hein. Et donc voilà, il cache, enfin comment dire, il rabat la photo sur la table de nuit euh, pour ne pas incommoder sa partenaire de la nuit avec son passé, hein. C'est très bien fait tout ça, c'est plein de délicatesse. Là, on voit quand même que Eastwood commence enfin à devenir un bon acteur qui sait interpréter une palette d'émotions beaucoup plus que ses détracteurs ne le lui reconnaissent. Et évidemment, ce talent d'acteur, il ne va cesser, lui qui a appris ce métier sur le tard, un peu par accident, il ne va cesser de le développer. Voilà. Donc, les accusations de racisme, pour l'instant, euh, je ne sais pas si vous êtes convaincu par tout ce que je vous explique, mais bon, moi pour l'instant, ça reste à prouver. Et de sexisme, comme je vous dis, ben voilà, il respecte sa partenaire, il la traite avec délicatesse, hein, comme un homme doit le faire, hein. C'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est juste, il la traite comme un homme doit traiter une femme. Mais justement, pourquoi traiter le personnage et derrière le personnage, l'acteur, de sexiste? Bon, j'ai toujours pas compris, hein. Bon, voilà pour le film Magnum Force donc de 73, le deuxième inspecteur Harry. Là, je vais vous proposer directement de passer à du très très lourd, parce qu'on va revenir au point de départ, qui a point de départ qui a provoqué ma colère et qui m'a colère. Bon, n'exagérons rien, ma réaction et qui m'a donné envie de vous proposer quelque chose sur Clint Eastwood et son image fausse. Vous vous rappelez que tout a commencé dans mon petit speech sur le fait que on a accusé dans certaines vidéos récentes très très wokistes, très à la mode, d'avoir eu des propos racistes contre les Indiens d'Amérique, hein, les Native Americans. Euh, lors de la cérémonie des Oscars, alors qu'en fait, tout simplement, il avait dit que Marlon Brando, s'il n'avait pas envie de venir chercher son Oscar, c'était peut-être pas la peine d'en faire trois quarts d'heure. Parce que sinon, bon, ben, on pouvait faire trois quarts d'heure pour défendre les Indiens, trois quarts d'heure pour défendre les Afro-Américains, trois quarts d'heure pour défendre d'autres gens qui se sentent rien, et que donc, ben, les Oscars, ils allaient durer 8 heures. Bon, c'est tout ce qu'il avait fait. Mais bon, donc on l'a accusé, notamment alors, à l'époque déjà un petit peu, et puis donc cette vidéo wokiste de 2025 remet de l'huile sur le feu. Et donc voilà. Euh, Puisque finalement les accusations de racisme anti-afro-américain, ça tombe un peu à l'eau parce que bon, on commence à savoir de plus en plus dans les années 70 à Hollywood que Clint Eastwood est un obsédé de jazz, hein, musique afro-américaine par excellence. On se rappelle quand même que bon, il y a ces suspicions d'être un peu anti indien d'Amérique, enfin d'être un peu le gros macho blanc américain qui dit bon les Indiens heureusement qu'on a été là pour les civiliser un petit peu. Par exemple quelqu'un comme John Wayne avait cette réputation, hein, de penser tout ce mal des Indiens. Euh, et il semblerait qu'il y ait vraiment eu des propos de sa part qui étaient de très mauvais goût et très déplacés. Mais ça n'est pas le cas de Eastwood, bon, qui du reste est quand même beaucoup plus jeune que John Wayne et qui
qui a vécu à une époque où déjà on pouvait plus se permettre d'être aussi caricatural, ni dans les propos, mais ni même dans la pensée. Et voilà que donc en 1976 sort un chef-d'œuvre où Eastwood joue et qu'il réalise. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce film est autant sous-estimé. Un western, un bijou qui s'intitule Josey Wales hors la loi. The Outlaw Josey Wales. Il m'est arrivé parfois de lire des écrits ou des petites choses comme ça de gens qui sont comme moi des passionnés de Clint Eastwood, mais vraiment des passionnés, et qui disent c'est l'un de ses 5 meilleurs films, quoi. Parce que sinon, pour les autres, même des gens qui aiment beaucoup Clint Eastwood et tout ça, ça reste un film qui est assez marginal dans sa carrière, et il en a fait tellement de bons par la suite que ce film a été oublié. Mais c'est vraiment un bijou, ce film, le Josey Wales sur la loi. Ça se passe un petit peu dans ce qui a suivi la guerre de sécession, hein, entre nordistes et sudistes. Josey Wales, donc joué par Clint Eastwood, est un fermier sudiste, hein, qui voit sa famille assassinée par des gens. Alors là, il y a vraiment des détails qui m'échappent. Je ne suis pas non plus un spécialiste en histoire américaine, hein. Moi, je suis censé savoir un peu de tout sur les pays anglophones, mais je ne suis pas censé être un spécialiste d'un domaine précis. Et en tout cas, si je l'étais, ça ne serait pas de cela, hein, de l'histoire des États-Unis, la guerre de sécession. Mais ce que j'ai bien compris, je me suis quand même un petit peu documenté, c'est que à l'intérieur d'un même camp, c'est-à-dire, bon, la guerre de sécession, c'était clairement les nordistes contre les sudistes. Là, je vous le fais très simple. Le sudiste, esclavagiste des fermiers, contre les nordistes des grandes villes industrialisées, hein, pour faire simple. Et c'est le président Lincoln qui a débloqué tout ça et qui, dans la foulée, a mis fin à l'esclavage des Afro-Américains. Donc Josey Wales, il voit sa famille assassinée par des gens qui, normalement, sont du même camp que lui, c'est-à-dire qui habitent dans la même région et voilà, qui ne sont pas censés être des ennemis, mais il y avait dans les combattants, dans les guerriers de l'époque qui faisaient la guerre civile, et il y avait des gens qui aussi étaient des bandits et qui en profitaient pour piller, pour violer, etc. Et sous couvert de faire la guerre, ils en profitaient pour faire tout ce qui leur passait par la tête. Et c'est un peu ça qui arrive à Josey Wales. Et il voit donc sa famille assassinée de façon ignoble en pleine forêt. Donc ça, ils vivent pas du tout dans un village, il n'y a personne autour, donc personne n'est témoin de rien. Donc il arrive à s'enfuir, ou peut-être même, je ne sais plus, peut-être que quand ça s'est fait en son absence, il revient, il voit le massacre. Enfin bon, toujours est-il que Josey Wales est le seul survivant. Femmes et enfants ont été assassinés par ces crapules. Et il va se retrouver tout seul. Et par une suite d'événements, alors qu'au départ, dans le film, c'est clair, au début du film, on voit bien que lui, c'est une victime et qu'il lui est arrivé quelque chose d'horrible, de perdre les gens qu'il aime. Il va se retrouver pourchassé par tous les chasseurs de primes du secteur. Heureusement, parce que c'est quand même Clint Eastwood, il tire plus vite et il tire mieux que tout le monde. Mais donc sa vie devient un enfer parce qu'il est pourchassé en permanence. Et alors là, il se passe que, pour les gens qui l'accusaient d'être raciste, anti-indien, il se passe quelque chose de fabuleux. C'est que là, peu à peu, après avoir été un solitaire traqué, il va peu à peu se refaire une petite communauté de gens avec qui il va traverser le pays, etc. Et parmi ces gens, il y a des Indiens qui, et c'est très intéressant, des Indiens qui, en fait, ont été rejetés par d'autres Indiens.
qui estiment... c'est-à-dire que les Indiens avec qui José Wells se fait ami, ces Indiens-là, les Blancs les aiment vraiment pas. Mais il y a beaucoup d'autres Indiens qui ne les aiment pas non plus, alors qu'ils sont Indiens aussi, parce qu'ils considèrent que ce sont un peu des traîtres qui sont un peu trop amis avec les Blancs. Voilà. Si je pouvais me permettre un parallèle peut-être un peu risqué, mais bon, ça me fait un peu penser aux Harkis. Hein, voilà. Qui, pour certains Français racistes de base, étaient avant tout vus comme des Maghrébins. Et puis, pour des gens pour les Maghrébins qui avaient vraiment combattu avec beaucoup de vigueur contre la présence française, les Harkis étaient considérés comme des traîtres. Donc finalement, certains Harkis ont pu se plaindre parfois que personne ne les aimait, quoi, ni dans un camp ni dans l'autre. C'est un peu ce qui arrive. Bon, ceux à qui ma comparaison ne plaît pas, euh, ma chaîne est un petit grain de sable dans l'océan de YouTube. Vous trouverez votre bonheur ailleurs. Hein. Je n'ai vraiment aucun esprit de provocation politique ou quoi en ayant fait cette métaphore. Mais ça m'y a fait penser en tout cas. Et dans la foulée, dans le film Gran Torino, que Eastwood fera beaucoup plus tard, et qui est un bijou absolu. La jeune femme pétulante, asiatique, pleine de vie, que Eastwood ramène chez elle, après qu'elle ait été un peu en mauvaise posture dans la rue face à des voyous, il la ramène chez elle en voiture. Et elle lui dit qu'elle vient d'une communauté qui s'appelle les Hmong. Et elle dit, nous, on a une histoire un peu particulière. C'est pas une nationalité qu'on a. Hein. Les Hmong, c'est un nom de peuple. Et nous, on a en fait... je ne sais plus si c'était au moment de la guerre de Corée ou la guerre du Vietnam, vous m'excuserez pour cette approximation. Non, c'est la guerre de Corée, du Vietnam, pardon, puisqu'il est question du Laos. Elle dit en fait, nous, on a aidé les Américains pendant la guerre du Vietnam, donc sur place. Du coup, notre communauté, les Hmong, on a plutôt aidé les Américains au moment de la guerre du Vietnam, parce qu'on n'était pas trop d'accord avec la façon dont certains de nos compatriotes se comportaient. Donc on a pris parti plutôt pour les Américains. Mais les Américains, quand ils sont partis, ils nous ont un peu oubliés. Hein. Ils ont oublié peut-être de nous amener avec eux, ou du moins de nous apporter une aide pour qu'on puisse survivre sans trop de danger. Et donc, une fois que les Américains sont partis, évidemment, les autres, nos compatriotes qui se sont souvenus qu'on était contre eux pendant la guerre, et du côté des Américains, ils ont voulu s'en prendre à nous. Donc nous, du coup, on a fait tout ce qu'on a pu pour venir immigrer aux États-Unis. Et aux États-Unis, les gens nous regardent en disant sale asiatique, quoi. Non. Donc, en fait, dans l'histoire, pile, on n'a pas gagné et face, on a perdu, quoi. Et donc, cette thématique, on voit qu'elle revient dans certains films d'Eastwood, c'est que parfois, certaines communautés ou certaines personnes issues de communautés, quand elles racontent leur histoire, elles racontent le fait que elles sont détestées par tout le monde. Elles sont détestées, enfin en tout cas, elles ne sont pas respectées ou elles ne reçoivent aucune gratitude de la part de ceux qu'elles ont aidés. Et évidemment, les gens contre qui elles se sont opposées, ils les détestent encore plus. Donc finalement, ils ne sont chez eux et ils ne sont à l'abri nulle part. Et certains films d'Eastwood mettent cela en lumière. Donc j'ai parlé de Gran Torino bien plus tard, mais déjà en 1976, cette thématique était abordée dans l'excellent José Wells sur la loi. Et du coup, voilà, ça devient un peu sa nouvelle famille.
ces, ces Indiens dont personne ne veut. Voilà, en 76, donc 3 ans après la fameuse cérémonie des Oscars où, soi-disant, il aurait eu des propos anti-indiens, à un moment où Clint Eastwood est vraiment devenu une superstar à Hollywood, en 1976, et où il peut faire un film qu'il avait envie de faire depuis longtemps, ce film, donc The Outlaw Josey Wales. Il a attendu longtemps, il avait envie de le faire depuis longtemps, mais il se trouvait trop jeune pour le rôle, donc il a attendu l'âge de 46 ans, il s'est dit là c'est bon, je suis crédible pour jouer le rôle. Et il, euh, il, euh, il nous offre un film où des gens d'univers très différents, d'origines différentes, se retrouvent par hasard, par les accidents de la vie, à faire un bout de chemin ensemble et se montrer solidaires. Mon Dieu, mais c'est dégoulinant de racisme, de méchanceté. Comment je peux défendre un monstre pareil? Bon, et si vous n'avez pas vu ce film et que vous aimez bien Clint Eastwood, je vous encourage à rattraper cet oubli ou cette erreur. Euh, la même année, en 76, il va tourner un troisième volet de la saga des inspecteurs Harry, un film assez médiocre qui s'intitule L'inspecteur ne renonce jamais, The Enforcer en anglais, où cette fois-ci son adjointe est une femme. Bon, comme on le disait tout à l'heure, euh, certaines accusations de sexisme, y compris dans le film. Il y a une dame de la police qui fait partie du service de recrutement qui dit ah, de toute façon vous êtes un sexiste, donc quand vous mettez une femme comme adjointe ça vous va pas. Et donc là il est amené à dire que ce qui ne lui va pas c'est que on promeut directement des gens qui sortent des bureaux ou de la fac pour aller tout de suite sur des missions de terrain dangereuses, alors qu'il y a des gens que lui connaît et qui sont sur le terrain depuis très longtemps et qui attendent encore ce genre de promotion donc. Mais cette adjointe, il va finir par reconnaître ses qualités en la connaissant mieux. Elle va montrer beaucoup de zèle dans tout ce qu'elle peut apporter pour seconder Harry, qui est quand même bon, donc son supérieur. Mais elle va vraiment se montrer très ingénieuse, très courageuse. Et Harry va respecter, va écouter son avis, son opinion quand elle a une idée qui lui vient, qui ne lui serait peut-être pas venue à l'esprit à lui pour résoudre les cas. Donc là, évidemment, les accusations de sexisme, bon, il y a toujours pareil, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, mais le personnage de Harry et dans la foulée l'acteur de Eastwood, pour parler de sexisme, il faut vraiment ne pas connaître les films, quoi. Bon, après, ne pas connaître ce film-là, je peux le comprendre parce que, bon, comme je le disais en préambule, c'est quand même au niveau de la réalisation, bon, le jeu des acteurs, les acteurs qui jouent dans les rôles des terroristes, des délinquants, ont un jeu extrêmement caricatural. Enfin, c'est pas du cinéma inoubliable, loin de là. Mais j'en fais quand même mention vite fait. Et puis bon, surtout, bon là, Clint Eastwood, là, c'est vrai qu'il est peut-être même entre-temps devenu coproducteur. Il a ouvert sa boîte de production pour coproduire ses films. Et donc, c'est vrai que même quand il n'est pas réalisateur, il est superstar. Il coproduit et donc cofinance de plus en plus les films. Et donc, il est évident que ces idées par rapport au scénario de départ, par rapport à la façon de tourner le film, et donc ces idées sur le plan aussi de l'idéologie du film, appelons ça comme on veut, ces idées sont de plus en plus importantes. On n'en est plus du tout
à l'époque du premier inspecteur Harry en 1971, où Clint Eastwood c'était un employé, hein. Il était acteur dans le film. Bon, il jouait le premier rôle, mais il n'était que ça. Là, bien sûr qu'en 1976, son statut n'a plus rien à voir et que si une idée est développée dans le film pour montrer que le personnage de Harry, ben, il n'est pas aussi cela ou ce qu'on le dit. L'idée peut venir de lui, il a son mot à dire. Donc, c'est peut-être pas complètement anecdotique de faire remarquer que dans ce film-là, il déjoue les apparences quant à son prétendu sexisme. Et chose intéressante aussi, c'est que pour la troisième fois dans les inspecteurs Harry, pardon, on a un acteur afro-américain qui est Albert Popwell, qui, d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle interview, a dit que Clint Eastwood était un de ses 3 mentors dans la vie, quoi. Dans sa vie d'acteur, enfin dans sa carrière d'acteur, mais même dans sa vie en général. Voilà. Donc cet acteur afro-américain qui a joué dans 3 films différents de la saga des inspecteurs Harry, a reconnu en interview que Clint Eastwood était l'une des grandes influences de sa vie en tant qu'acteur, un mentor, quoi, quelqu'un qui l'a vraiment accompagné. Bon, ben, évidemment, hein, c'est la moindre des choses, hein, c'est que un raciste suprémaciste blanc, normalement, un collègue de travail qui n'a pas la même origine ethnique va dire que vous êtes un type formidable et que vous avez été une grande inspiration dans sa vie. On est complètement dans la logique, hein. Bon, donc plus sérieusement, on est dans une progression intéressante, c'est que en 1971, cet acteur Albert Popwell, c'est El Famoso braqueur de banque blessé qui est à terre et qui est obligé de se coltiner le discours de Harry. Vous vous rappelez qu'il lui disait, bon ben, je sais plus si j'ai encore une balle dans mon pistolet, mais mon pistolet, c'est un 44 Magnum, donc qu'est-ce que t'en penses? Ça vaut le coup de prendre le risque? Bon, c'était cet acteur-là, afro-américain, Albert Popwell, qui jouait le rôle du méchant pendant 5 minutes, hein. C'était donc un rôle très court et très anecdotique dans le film. Donc ça, c'était en 71. Il revient en 76 dans cet opus, donc l'inspecteur ne renonce jamais, qui encore une fois est loin d'être un chef-d'œuvre du 7e art. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, il joue le rôle d'un militant très, un petit peu révolutionnaire, hein, dans un San Francisco qui est encore, alors qui n'est plus le San Francisco des hippies, mais où il y a encore un petit peu cet esprit de contre-culture, de résistance, et en plus avec le combat pour le Black Power, etc. Et Albert Popwell joue le rôle d'un militant pour ces causes-là, qui font qu'il flirte parfois avec des gens dangereux, des terroristes, alors que lui n'en est pas un. C'est pas un sale type, mais à cause de ses convictions, il flirte parfois avec des gens à qui il ne devrait pas flirter. Et l'inspecteur Harry, avec qui au départ il a un rapport de méfiance, et la méfiance elle est réciproque en l'occurrence, eh bien ils finissent un petit peu par s'associer, Harry et lui, quand le personnage donc joué par Albert Popwell comprend que des gens qu'il croyait être des partenaires dans sa lutte sociale étaient en fait des criminels qui n'étaient là que pour assassiner tout le monde. Donc il fait amende honorable, hein, et essaye d'aider Harry en lui donnant des indices, etc., pour mettre ces individus hors d'état de nuire. Donc, ce qui est intéressant dans ce film,
Oui, enfin, ce qui est un peu plus qu'anecdotique, c'est que le même acteur afro-américain, Albert Popwell, est passé de 1971 à un rôle de braqueur de banque à, en 1976, un rôle plus complexe qui a sa part de négativité, mais aussi sa part de positif, hein, sa part d'ombre et sa part de lumière, et qui finalement, au bout du compte, avec Harry, devient pas un ami, mais enfin, il, il, il se, ils s'associent ensemble pour affronter un ennemi commun. Donc on est déjà dans une évolution, et cela montre que le rôle qu'on donne aux acteurs afro-américains, je vous rappelle quand même que et ça, c'est évidemment le scandale, enfin à mes yeux, c'est le plus grand scandale de l'histoire de l'humanité, c'est que après avoir délivré les Afro-Américains de l'esclavage, on a quand même attendu encore un siècle pour leur donner le droit de vote. C'est-à-dire que le droit de vote pour les Afro-Américains, alors je confonds toujours entre 1964 et 1965 parce qu'il y a le vote du texte et il y a la mise en application. Voilà. Mais 1964-1965, le droit de vote aux Noirs, aux Afro-Américains est enfin accordé un an après la fin de l'esclavage. Donc si vous voulez qu'on reproche à un acteur qui n'est pas encore un poids lourd de Hollywood de ne pas donner une place assez valorisante à des acteurs afro-américains, alors que c'est la société américaine tout entière qui a été incapable de donner le droit de vote aux Afro-Américains au milieu des années 60, c'est vraiment vouloir porter tous les crimes de l'humanité sur une personne pour éviter de balayer devant sa propre porte. Hein. Mais l'artiste Clint Eastwood, dès qu'il en a la possibilité, parce que Clint Eastwood a une caractéristique en tant que réalisateur surtout, en tant que producteur, acteur, réalisateur, c'est qu'il adore travailler régulièrement avec les mêmes personnes parce qu'il a une façon de travailler qui est très particulière. Il veut très peu de répétition, il veut beaucoup de spontanéité, il veut au maximum privilégier les premières prises et puis vite passer à autre chose. Bon, étant donné que plus ça va aller, plus il va participer au financement de ses films, c'est un peu normal aussi, c'est que c'est son argent à lui qu'il met sur la table, en partie, parce qu'il doit avoir d'autres partenaires, des coproducteurs, mais enfin, il met de l'argent sur la table, et donc, en tant qu'acteur et réalisateur, il a plus que son mot à dire sur la façon dont on tourne les films. Donc il y a des acteurs à qui ça convient très bien, que ça ne gêne pas de travailler comme ça, avec peu de répétitions. On apprend bien son texte, et puis après, quand on arrive sur le plateau, si la première prise est bonne, pourquoi en faire une deuxième? Allez, vite, on enchaîne, on passe à autre chose. Et on fait tout ça dans le calme. Bon, puisque Eastwood a toujours été un réalisateur connu pour la sérénité, le calme, la tranquillité qu'il était capable d'instaurer sur un plateau qu'il dirigeait, alors que Hollywood est un monde, on le sait, rempli de névroses, de toutes sortes, et que certains grands films très, très bien faits, très bons en apparence, ont été faits dans le chaos, le désordre, les dépassements de budget, etc. Avec Eastwood, rien de tout ça, c'est carré, on travaille vite, et donc du coup, j'en reviens à ce fameux Albert Popwell, c'est qu'une fois que Eastwood rencontre une ou deux fois des acteurs qui travaillent dans cet état d'esprit-là qui lui plaît, et ils deviennent pour lui très vite des acteurs fétiches. Il veut essayer de les réemployer film après film, plutôt que de voir si ça marche avec des nouveaux, quoi. Voilà, il a des acteurs qui
qui adhère complètement à sa façon de travailler. Et puis maintenant, c'est lui le patron, puisqu'il est vraiment devenu l'un des poids lourds de Hollywood. Donc il impose sa façon de travailler, puisqu'en plus c'est son argent qu'il met sur la table. Il trouve des acteurs qui adhèrent complètement et qui donc vont devenir des acteurs récurrents dans ces films qu'on va revoir plusieurs fois. Donc Albert Popwell, cet acteur afro-américain qui a joué dans le Harry de 71, un délinquant, dans le Harry de 76, un personnage entre l'ombre et la lumière, mais qui va savoir choisir le bon camp au bon moment, donc celui du bien et donc celui de Harry. En 1982-83, dans le dernier Dirty Harry vraiment intéressant, le seul que Eastwood va réaliser lui-même d'ailleurs, le retour de l'inspecteur Harry, Sudden Impact en anglais, devinez quoi, Albert Popwell, il est encore monté en grade, il est devenu le collègue de Harry, c'est un policier lui aussi dans celui-là, il s'appelle Horace, et il a une drôle d'idée, comme Harry, pour les besoins d'une enquête, est déplacé de San Francisco, sa ville mythique, où il travaillait toujours normalement. Là, on l'envoie dans une ville de la côte californienne, plus petite, et pour enquêter sur des meurtres. Et là, Horace, qui est... comment dire, il a peur que Harry se sente un peu seul, mais il a surtout envie de lui faire une blague. On en revient à ce qu'on disait à un moment, des blagues que les policiers se font entre eux pour se détendre, parce qu'ils font un métier très dangereux et que donc il y a des moments où ils se lâchent et ils se font des blagues un peu de potache. Il lui offre un chien complètement ridicule, donc Horace, le collègue de Harry, lui offre un chien, une espèce de bulldog. Alors dans la version française, ils l'ont appelé Patate, ce qui est vraiment une idée géniale. Dans la version anglaise, je ne me rappelle pas du tout. Et voilà, c'est un chien. Ce chien a des problèmes de digestion, visiblement, et donc ça laisse des odeurs. Donc voilà, il y a un côté humoristique qui est assez sympathique. Et hélas, le personnage de Horace, toujours joué par Albert Popwell, ce collègue de Harry, dans le film, il ne fait jamais vraiment enquête avec lui. C'est un film où Harry travaille seul à peu près du début à la fin. Mais à un moment, Horace lui rend visite à Harry et ne le trouve pas dans l'hôtel ou l'appartement que la police lui a prêté pour l'enquête, puisqu'il est loin de chez lui dans cet épisode-là. Et les bandits de l'histoire vont tuer Horace en pensant que c'est Harry qu'ils vont tuer. Et donc Harry va avoir l'atroce surprise de découvrir son collègue et ami assassiné dans son lieu d'habitation à lui. Voilà. Il y a eu erreur sur la personne. Les bandits voulaient s'en prendre à Harry et ils ont tué Horace à la place. Donc, évolution intéressante en ce qui concerne l'acteur afro-américain Albert Popwell. 71, c'est un délinquant qui braque une banque. 76, c'est un personnage qui est entre deux eaux, mais qui choisit le bon côté au bon moment. Et en 82, c'est le collègue et un bon copain de Harry qui finit atrocement assassiné en voulant venir rendre visite à son copain. Détail intéressant à ce sujet, c'est que dans ce film-là, c'est Eastwood le réalisateur. Eastwood n'a jamais été scénariste.
hein. Il n'a jamais écrit un scénario de film. Il a fait suffisamment de choses pour qu'on ne lui en invente pas en plus, hein. C'est un fabuleux cinéaste qui est devenu, à mon avis, avec les années, un meilleur acteur à chaque film, alors qu'au début, en tant qu'acteur, je trouve que ça cassait pas des briques. Je trouve qu'il a tout de suite été un bon acteur-réalisateur, comme si le fait de réaliser un film et d'être acteur en plus, au lieu de l'épuiser, parce que c'est quelque chose d'épuisant d'être à la fois acteur et réalisateur, mais on dirait que lui, ça le rend meilleur dans les deux domaines quand il fait les deux à la fois. Donc, ce film, Le Retour de l'inspecteur Harry, bon, c'est avant tout un thriller, hein, c'est pas non plus un chef-d'œuvre du 7e art, mais il a ça d'intéressant que c'est le seul inspecteur Harry que Eastwood ait réalisé lui-même. Et là, les accusations de sexisme, là, j'ai une très mauvaise nouvelle, hein. Là, ça va piquer, hein. Harry doit enquêter sur une série de meurtres qui ont lieu dans une commune, une station balnéaire près de San Francisco. Et je ne sais plus pourquoi il est dépêché là-bas. D'ailleurs, pourquoi c'est lui qu'on envoie là-bas, parce que c'est pas son secteur. Oui, je crois que c'est parce qu'à San Francisco, plus personne ne le supporte parmi ses supérieurs. Alors, il se débarrasse de lui en l'envoyant enquêter dans une ville un peu plus loin. Il se trouve, là c'est quand même assez intéressant, c'est que l'autrice de ces meurtres, la meurtrière qui a tué tout un tas de personnes dans cette ville, et donc la personne que Harry recherche, c'est une artiste peintre talentueuse et plutôt jolie. Elle est jouée par Sandra Locke, qui était à l'époque encore la partenaire, la compagne de Clint Eastwood à la ville. Et donc cette artiste peintre qui peint des œuvres très tourmentées, on comprend au bout d'un moment pourquoi ces œuvres sont si tourmentées, même si visiblement elles plaisent à beaucoup de monde, parce qu'elle vend bien ses œuvres et elle vit bien de son travail d'artiste, mais on sent qu'elle est vraiment très 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 tourmentée par son histoire personnelle, qui est celle-ci, c'est qu'elle a été violée avec sa sœur quand elles étaient plus jeunes, quand elles étaient en fin d'adolescence, dans cette petite station balnéaire, et elle a été violée par des groupes d'adolescents du coin, et parmi eux il y avait évidemment des enfants de certaines personnalités locales ayant pignon sur rue, et donc on a peut-être un peu vite étouffé l'affaire, voilà. Et elle a la haine contre ça, parce qu'elle estime que la justice n'a pas fait son travail, et elle a la haine parce que sa sœur est devenue, alors comment dire sans être... je crois pas que le mot soit insultant, ou quand on dit un légume, c'est-à-dire que sa sœur a complètement perdu contact avec la réalité. Elle y a perdu sa cervelle, quoi, dans l'histoire, tellement elle a été traumatisée par le viol. Et donc la meurtrière, qui elle a gardé toute sa lucidité et qui vient veiller sur sa sœur, qui vient la chérir, qui vient essayer de lui donner un peu de la flamme qu'elle a hélas perdue. De son côté, méthodiquement, elle va faire le boulot que la police locale n'a pas fait. Sauf que, bon, normalement, le boulot de la police, c'est d'arrêter les violeurs. Elle va être plus radicale, elle va les assassiner un par un. Donc, au départ, c'est une victime et elle devient une meurtrière. Harry va finir par la rencontrer un peu par hasard, par le biais du chien, hein, Patate, justement, au cours d'un footing. Le chien de Harry importune
la promeneuse, hein, et il se rend compte comme ça. Et puis de fil en aiguille, évidemment, Harry va commencer à être un peu intrigué par cette jeune femme qui semble avoir un passé douloureux. Et le dénouement du film, c'est que Harry non seulement a compris que cette jeune artiste est la meurtrière de tous ces gens qui ont été ses violeurs par le passé. Non seulement Harry finit par le comprendre, et donc normalement son travail c'est de l'arrêter parce que elle est une meurtrière, elle a commis des crimes et Harry travaille pour la brigade criminelle. Voilà, normalement son travail c'est pas de dire oui mais bon je peux la comprendre, elle a été violée, elle se venge, moralement je peux pas lui donner tort. Non, l'inspecteur Harry normalement est là pour arrêter la meurtrière. Bon alors non seulement il va pas le faire, il va la laisser tranquille, mais il va en plus la sortir d'une situation délicate quand elle va commettre le geste de trop, entre guillemets, qui est après avoir réussi méthodiquement à tuer la plupart de ses anciens violeurs, il en reste quand même quelques-uns encore en vie qui, qui lui tendent un guet-apens à cette dame. Euh, et c'est évidemment l'inspecteur Harry qui va lui venir en aide et qui va l'attirer de ce mauvais pas et mettre les agresseurs hors d'état de nuire. Et une fois qu'il a fait ça, au lieu de l'arrêter, il fait comme s'il ne l'avait jamais connue et il la laisse poursuivre son chemin. Et, soit dit en passant, il ne cherche pas à abuser de la situation pour faire des galipettes avec elle. Alors là, les gens qui accusent le personnage de Harry et Clint Eastwood de sexisme, puisque bon, avec le racisme, ça fait longtemps qu'ils ont échoué. Sur le sexisme, vous n'êtes pas plus convaincant finalement. En tout cas, pas encore. Allez, on va voir si la suite de sa carrière, il va quand même les commettre, ces sacrées boulettes là que vous lui reprochez. Mais je commence à me faire du souci pour vous quand même, parce que là, on va commencer à se rapprocher au fil des années de sa période où il apparaît à tous comme quelqu'un de politiquement correct. Donc, si on n'a rien trouvé dans ce qui a précédé, comment on va faire pour trouver quelque chose dans la suite de sa carrière qui soit gênant, alors que on se rapproche donc des années où tout le monde va enfin euh, le saluer et arrêter de lui cracher dessus. Tout le monde, je parle évidemment des critiques, des intellectuels, etc. Parce que si Clint Eastwood est devenu une superstar du cinéma, c'est que le public, lui, ne lui a jamais craché dessus. Il y a toujours eu des gens qui ne l'aimaient pas en tant qu'acteur, et ça c'est bien normal, c'est légitime. Le public a les gens qui a ses acteurs préférés et ceux qui ne l'aiment pas, mais enfin, il a quand même eu un succès planétaire en tant que superstar du cinéma parce que le public, lui, a adhéré à ce qu'il était. Enfin, une portion notable du public. Hein. Quand je parle de encenser ou de cracher dessus, je parle de critiques de tout poil, etc. Et puis, ben, en 2025, on va dire, les youtubeurs de l'intelligence artificielle ou de vraies personnes qui, sans avoir vu les films parce que ça demande trop de travail, vont faire des vidéos à 8 millions de vues en disant, bon, et je vais dire que ce type, il est raciste et sexiste parce que j'aime pas sa tête. Voilà. Donc, voilà, quand je dis qu'il a été d'abord injustement critiqué très durement et puis ensuite encensé, je ne parle pas du public qui lui a plutôt été stable dans l'ensemble, hein, et lui a permis de faire cette carrière. Un artiste, son succès,
et donc sa situation matérielle, il la doit avant tout à son public.